Bonjour et merci de me permettre de parler français dans ce pays que j'aime beaucoup et que je fréquente beaucoup depuis des années. Donc je suis très heureuse d'être ici en Hongrie, au milieu de gens qui sont des conservateurs comme moi. Alors vous m'avez donné 20 minutes pour parler de la spécificité de l'humanisme occidental. C'est pas beaucoup, je vais essayer de faire ça tout à fait dans les temps. Et je vous propose, pour spécifier notre humanisme occidental, 3 points. On pourrait en trouver plus, mais l'apparition de la notion de vérité, un humanisme que j'appelle un humanisme de distance, qui va engendrer la démocratie, et la notion de temps fléché qui engendre le progrès. Ces 3 caractéristiques sont des filles à la fois des anciens Grecs et des judéo-chrétiens. Je préfère dire judéo-chrétiens parce que c'est à la fois les Juifs et plus tard les chrétiens. C'est-à-dire que ces 3 spécificités sont notre berceau. Alors, je commence avec la quête de la vérité. La quête de la vérité commence avec Parménide, qui dégage l'idée de vérité, et derrière lui apparaît la philosophie avec Platon. La philosophie, c'est la recherche de la vérité, et l'idée se déploie dans le monde grec. Il faut bien comprendre que la notion de vérité est alors nouvelle. Elle apparaît spécifiquement chez nous, en Occident. Les autres cultures ne sont pas fondées sur la vérité, elles sont fondées sur les mythes ou les traditions, ce qui est très bien aussi, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, les mythes, ce sont des récits qui ne sont ni vrais ni faux. Et la vocation des mythes et des récits, c'est non de conférer un sens à la vie, de donner un sens à la vie, et non pas de dire ce qui est. Le sens, la vérité, vise à dire ce qui est. Ce qui est évidemment quelque chose de très différent. Les Chinois eux-mêmes précisent qu'il y a une pensée chinoise, mais il n'y a pas de philosophie chinoise. Pourquoi ? Parce que la pensée chinoise ne cherche pas la vérité. C'est tout à fait occidental. Alors, la vérité, elle se reçoit, puisque c'est le réel, description du réel. Elle ne s'invente pas. Quand on dit « théorègne », qui a donné théorie en français, ça signifie contempler. On regarde la réalité. La vérité s'impose, elle vient au-devant de nous, elle s'avance de l'extérieur. Nous sommes pratiquement passifs devant la vérité. Elle nous englobe et elle nous transforme. Et par conséquent, nous sommes des débiteurs de la vérité, des créanciers, non pas des créanciers, mais des débiteurs. Nous devenons en quelque sorte à la fois les fils de la vérité et aussi, comme disait l'autre, les mendiants de la vérité. Si la vérité existe, même si nous ne la connaissons pas vraiment bien, eh bien, nous ne sommes pas les maîtres du monde. Alors, tandis que les mythes, c'est nous qui les créons, nous les maîtrisons parce que c'est nous qui les fabriquons. Nous les fabriquons nous-mêmes. Ce n'est pas du tout comme la vérité qui vient de l'extérieur. La vérité est universelle. La quête de la vérité va engendrer dans cette culture, la culture occidentale, la recherche d'une unité de sens ou, si l'on préfère, c'est ce qu'on dit pour la science, un soleil qui brille pour tout le monde. Une vérité, elle existe chez nous, mais elle sera la même au Kamtchatka et au sud de l'Amérique. Elle sera la même partout. Tandis que les mythes, ils sont idiosyncrasiques. C'est-à-dire que vous avez votre mythe, moi j'ai mon mythe, et vous avez le vôtre. C'est tout à fait différent. La science va émerger de l'idée de vérité. C'est pourquoi il y a un développement énorme de la science en Occident, parce qu'il y a eu un développement au départ de l'idée de vérité. La science, si on reprend les qualificatifs de Kuhn, par exemple, la science est unanime, elle est exclusive, elle est cohérente et elle est perpétuellement en progrès. Autrement dit, c'est l'idée de vérité qui a engagé cette culture dans la conquête de la science. En même temps, c'est l'idée de vérité qui engendre le doute. Donc, la recherche. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça donne ? La recherche, ça donne, dans tous nos pays, le développement, l'apparition et le développement des universités,
qui sont une chose, n'écoutez pas les journalistes qui vous racontent n'importe quoi, les universités, ça n'existe qu'en Occident. Ça commence en Italie, comme vous savez, à Bologne, etc., en France avec la Sorbonne, et puis ça se développe dans vos pays avec la Jagellonne à Cracovie, etc. Et les universités, c'est justement le développement du doute, de la recherche de la vérité. C'est extrêmement, extrêmement important. Bien sûr, il y a eu des montagnes de travaux pour savoir comment ça se fait que la science s'est développée dans les pays d'Occident, mais si on reprend tous ceux qui ont parlé de ça, ils disent toujours que finalement, c'est toujours la recherche de la vérité qui enclenche la science. J'ajoute que la vérité confère la liberté. Ça va avec. Pourquoi ? Parce que la vérité ne peut pas être décrétée chaque matin par le dictateur local. Les mythes peuvent être décrétés tous les matins par un dictateur local. La vérité, non. La vérité, elle est universelle et elle est, pour ainsi dire, scientifique. On est obligé de s'incliner devant la vérité. Et donc, elle donne la liberté même aux plus faibles. Alors, je passe maintenant à l'idée de personne. Toutes les cultures ou les civilisations sont humanistes. Autrement dit, elles protègent les humains les plus faibles. Par exemple, les Indiens, je vous donne un seul exemple, disent « Les enfants, je cite, « les enfants, les veuves et les vieillards sont les seigneurs de l'atmosphère ». Ça, c'est le signe des cultures humanistes. Toutes les cultures. Dans toutes les cultures, il y a protection des faibles. Pourtant, chaque culture développe un humanisme spécifique. Ce qui nous caractérise, nous, c'est d'abord un humanisme de royauté, ensuite un humanisme de distance et ensuite un humanisme d'égalité. Alors, d'abord un humanisme de royauté. Chez nous, d'après notre histoire originelle, la Bible, l'homme est image de Dieu, comme à sa ressemblance d'après le texte, et par conséquent, il est supérieur au reste de la création. C'est donc ce qui va distinguer l'homme des animaux et ce qui va inspirer la naissance de ce qu'on appelle la personne. Parce que Dieu est personne et à son image, l'homme est personne. C'est ce que disent nos textes fondateurs. Et c'est ça, au fond, qui nous structure. Alors, la dignité intrinsèque de la personne, c'est quelque chose de judéo-chrétien, juif, puis chrétien. Mais on peut en trouver des prémices, des débuts, une origine dans la littérature grecque. Par exemple, lorsque chez Échille, vous voyez le pauvre Ulysse, le pauvre Oedipe, tout à fait à la fin, qui a tout perdu, vous savez, devenu aveugle, qui n'a plus rien, qui erre sur les routes et qui s'écrie « Ah, c'est maintenant que je ne suis plus rien, que je me sens le plus un homme ». C'est le début de l'idée de personne. Alors, la civilisation occidentale se distingue des paganismes précédents par le respect de la vie, parce qu'ils croient en la personne, et, entre autres, je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple d'aujourd'hui, par le refus de se débarrasser des bébés superflus. Ce qui est une coutume, je le rappelle, absolument universelle dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, dans toutes les cultures, avant le judéo-christianisme et en dehors du judéo-christianisme, on jette les bébés superflus. Prenez sur Internet la lettre à Diognète, IIe siècle après Jésus-Christ, où quelqu'un demande « Mais qui sont les chrétiens ?» Eh bien, la réponse, entre autres choses, les chrétiens et les juifs sont des gens vraiment très bizarres, très, très bizarres. Par exemple, ils refusent de tuer les bébés superflus. Je dis en passant que l'interruption volontaire de grossesse traduit tout simplement un retour du paganisme, la fin de la chrétienté. Donc, humanisme de royauté. Ensuite, humanisme de distance, très important aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, un humanisme de distance ? C'est un humanisme d'absence autant que de présence, de séparation autant que d'union. Je m'explique. Il ne s'agit pas seulement de protéger, de compatir, d'aider, mais il faut aussi
laisser à soi. Par exemple, je protège mon conjoint. J'ai un mari, bon, vous avez une femme peut-être, mais moi j'ai un mari. Je protège mon mari, s'il est malade, je le soigne. Oui, ça c'est l'humanisme de protection. Mais aussi, je n'ouvre pas ses lettres. Humanisme de distance. Dans beaucoup de cultures, par exemple la culture musulmane, il y a un humanisme de protection, mais il n'y a pas d'humanisme de distance. Le musulman protège sa femme, mais il ouvre aussi ses lettres. C'est très important, ça, de laisser à soi. Dans notre culture, tous les adultes sont traités comme des adultes. Vous avez l'impression que je fais là une tautologie. Pas du tout. Dans beaucoup de cultures, comme la culture musulmane, les femmes sont protégées, certes, mais elles sont traitées comme des enfants. C'est-à-dire qu'elles sont adultes, mais elles sont quand même traitées comme des enfants. Chez nous, la personne est un être humain libre qui peut commencer quelque chose, c'est ça être libre, c'est pouvoir commencer quelque chose, qui peut même s'opposer à son créateur, et oui, il a même le droit de s'opposer à son créateur, et d'ailleurs, si vous lisez l'histoire de la Bible, il ne s'en prive pas. Toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de ces hommes qui sont en révolte contre leur créateur. D'ailleurs, le mot Israël signifie ça, celui qui a lutté victorieusement contre Dieu. Si vous vous souvenez, c'est le nom qui avait été donné à Jacob après sa lutte contre l'ange. Autrement dit, pour être une véritable personne, il faut que nous soyons séparés des autres. Nous avons des secrets, et on protège nos secrets. Mais aussi un humanisme d'égalité qui abolit les hiérarchies de valeurs entre les humains. Alors ici, reprenons Paul de Tarse, saint Paul. Il n'y a ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni juif, ni non-juif. Tous sont égaux sous le regard de Dieu. Je continue la comparaison. Dans le Coran, sourate 4, je cite parce qu'on va me dire que j'invente, il est écrit « Dieu a une préférence pour les hommes ». Ceci n'existe pas dans notre culture, c'est quand même important de le signaler. C'est cet humanisme d'égalité qui va mener l'Occident à être la première civilisation à abolir l'esclavage, trop tard sans doute, mais enfin c'est la première civilisation qui le fait, et à émanciper les femmes, trop tard certainement, mais enfin il faut quand même le faire, beaucoup ne l'ont pas encore fait. Cette idée de personne, elle suppose la responsabilité personnelle et elle rejette toute idée de responsabilité collective. Ça peut vous paraître parfaitement normal, mais pas du tout, c'est pas du tout normal. Le fait qu'aucun d'entre nous ne peut être puni pour son père, pour son oncle ou pour son fils, c'est tout à fait exceptionnel. Si vous lisez les traités chinois, comme par exemple les livres de morale racontés par les dieux, qui sont quelque chose d'absolument merveilleux, on vous dira que lorsque vous serez mort et que vous arriverez devant la bureaucratie céleste, oui, la bureaucratie, on est en Chine, la bureaucratie céleste, eh bien, après la mort, chacun va payer pour sa parentèle. Vous allez payer pour votre père, pour votre fils, pour votre neveu. De même, chez nous, aucun ne peut appartenir à l'autre, fût-ce au plus proche. Il faut se souvenir qu'à l'époque des siècles obscurs, 5e, 7e siècle, après notre ère, la première Église, les premiers évêques, sont parvenus avec beaucoup d'efforts à faire abolir la loi issue de Rome qui permettait au père de famille de tuer ses propres enfants à sa guise. L'idée de personne suppose la maîtrise de chacun d'entre nous sur son destin commun, sur son destin personnel, pardon. Par exemple, je puis choisir mon conjoint, je puis élever mes propres enfants, je puis être propriétaire de ma terre. C'est pourquoi l'histoire européenne montre un développement sans pareil de la propriété personnelle, un développement sans pareil du mariage tardif, très important le mariage tardif, aussi bien pour les filles que pour les garçons, parce que quand vous mariez quelqu'un à 10 ans, il ne sera jamais autonome, il va rester un grand bébé toute sa vie. Mais aussi la maîtrise de la personne sur son destin collectif, autrement dit, la démocratie.
la démocratie européenne, qui commence, je vous le rappelle, dans les monastères de Saint-Benoît, VIe siècle en Italie, dans les villes italiennes, XIe, XIIe siècle en Italie, qui décidément est un parangon. J'ai beaucoup d'admiration pour l'Italie. Et puis, évidemment, avec la Magna Carta, 1215, dont il a été démontré, d'ailleurs, probablement, qu'il y avait un lien entre les villes italiennes et la Magna Carta. Alors, j'ai encore un peu de temps pour parler du temps fléché. Le troisième point, le temps fléché, c'est très très important, je crois. Chaque culture, d'ailleurs, nourrit des mythes cosmogoniques, qui donnent un sens à l'univers, parce que nous autres créatures mortelles, il faut que nous donnions un sens à l'univers. Et toutes les cultures sauf la nôtre, c'est systématique, confèrent au temps une forme circulaire, c'est-à-dire le temps va comme ça, il tourne sur lui-même. C'est le monothéisme juif qui va engager la civilisation européenne dans la croyance dans le temps fléché, même si on trouve un tout petit tremblement dans le zoroastrisme, mais je n'ai pas le temps de développer. Chez les Juifs, Yahvé, donc unique, tout-puissant, dirige l'histoire des hommes et la conduit vers un achèvement. Le christianisme nourrit la même certitude, nous le savons. Dans l'Ancien Testament, il est dit, la phrase suivante, « Il n'y a pas de destin pour Israël. » Il n'y a pas de destin pour Israël. Ça veut dire que c'est la fin du temps circulaire. On arrête avec le temps circulaire. Pour ainsi dire, on va sortir du temps circulaire, comme si une flèche sortait de cette circularité. C'est le début de la liberté humaine dans l'histoire. Parce que, ensuite, avec les chrétiens, parce que la mort et la résurrection du Christ ouvrent une véritable histoire, eh bien, elle brise la circularité. C'est l'introduction de Dieu dans le temps qui va relier le temps à l'éternité et le projeter, pour ainsi dire, hors de son cadre, hors de cette circularité, de ce cadre cyclique. Augustin dit que le Christ n'est mort et ressuscité qu'une seule fois. Donc nous ne sommes pas dans le temps indien, si vous voulez. C'est un événement fondateur qui va mettre fin à la répétition. Alors, c'est énorme. Le temps fléché suppose une possibilité d'amélioration du monde humain au fur et à mesure que passe l'histoire. Et par conséquent, il apporte l'espoir et l'espérance. Il va donc susciter la croyance de l'émergence de la croyance au progrès. Et en ce sens, le temps fléché est, pour ainsi dire, le vecteur du développement intense de l'Occident. C'est pour ça que l'Occident s'est développé énormément avec l'idée de vérité et le temps fléché. Cette apparition du temps fléché façonne, pour ainsi dire, des sociétés où l'on attend quelque chose. C'est ce qui va donner, évidemment, le progrès. Alors, je ne voudrais pas terminer sans avoir dit la chose suivante. Lorsque nous parlons d'identité, c'est toujours comme de quelque chose de figé. Vous voyez, une histoire plus ou moins sacrée qui énonce des faits passés, qui exprime des vérités intangibles, des valeurs historiques. Mais l'identité, c'est plus que ça. Ce n'est pas une histoire figée. L'identité, c'est une matrice. Vous voyez ce que c'est qu'une matrice, hein ? C'est un ventre, en fait, un ventre de femme. Hein ? Une origine toujours vivante, hein, qui enfante sans cesse des êtres nouveaux. C'est très important de comprendre ça. Hein ? La matrice, ce n'est pas un sac avec des matières mortes. Hein ? C'est quelque chose qui permet de rénover toujours, hein, qui permet de réengendrer. Alors, il faut évidemment repartir des principes élémentaires, hein, fondamentaux, pour pouvoir reconstruire là-dessus quelque chose qui sera plus adapté au temps. Et en tant que matrice, l'identité va engendrer donc des êtres toujours nouveaux à partir du même code génétique, si on peut dire les choses comme ça. En revanche, si ce code génétique, ce pli de la pensée, cette structure, cette architecture est mise en cause, si on l'oublie volontairement, vous voyez ce que je veux dire, hein, à ce moment-là, c'est la matrice elle-même qui est visée par le changement des temps. Hein. Elle ne pourra plus réengendrer. C'est pourquoi c'est très important, hein, de reprendre les principes fondamentaux. Si on traite avec désinvolture, avec négligence, avec des ricanements,
parce que ça c'est la mode, les principes mêmes que l'on chérit, alors à ce moment-là, le discours de l'identité va devenir inopérant. Ce qu'il faut, c'est protéger cette matrice. Voilà ce que je voulais vous dire essentiellement, en vous remerciant de m'avoir écouté.